Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle fiche de lecture sur la sociologie du corps et du sport. Aujourd'hui, on va aborder la sociologie du corps de David Le Breton. Donc la première édition a été faite en 1992 et l'édition que j'ai en main, c'est la 10e qui date de 2018, mais là celle-ci je crois que c'est 2021 si je dis pas de bêtises, ouais, parce que c'est le troisième tirage. David Le Breton, c'est un auteur assez connu dans le monde de la sociologie du corps et du coup, en STAPS, il est assez abordé, car il a beaucoup écrit à ce sujet. Je crois que c'est un grimpeur aussi. Donc dans cette vidéo, je vais d'abord faire une fiche de lecture bête et méchante, où je vais reprendre le livre chapitre par chapitre, en disant ce que j'ai compris, ce que je n'ai pas compris, les contenus que j'ai aimés, les idées que ça m'a apporté, et ensuite je finirai sur une petite conclusion personnelle par rapport au livre. Alors, on va mal commencer parce que le premier chapitre, c'est le corps et la sociologie, les étapes. Et en fait, David Le Breton distingue trois types de sociologie que je vais lire parce que j'ai essayé de l'apprendre par cœur, mais ça sert à rien. En fait, il distingue trois types de sociologie qui s'intéressent au corps. La première, c'est la sociologie implicite du corps, qui ne s'arrête pas vraiment sur ce dernier. La deuxième, c'est la sociologie en pointillé, qui ne fait pas les liens entre les différentes analyses qu'elle produit. Et la troisième sociologie, qui du coup est la sienne, c'est la sociologie du corps qui établit et lie les logiques sociales et culturelles du corps. On va être honnête, j'ai pas compris grand-chose à ce chapitre, euh, mais il y a un point qui m'a particulièrement intéressé, c'est le point de Robert Hertz. Robert Hertz, c'est un anthropologue du début du XXe siècle qui a écrit une œuvre sur la droite et la gauche. En fait, pour lui, le fait que l'on soit majoritairement droitier, c'est pas du fait d'une biologie ou de la génétique, c'est avant tout culturel. Donc suite à ça, ça m'a intéressé, j'ai fait des recherches, c'est passionnant. Je pense que j'aimerais bien en faire un billet d'opinion dans le futur, mais là je vais pas développer, sinon on va déborder pour rien. Mais du coup, David Le Breton, il rebondit là-dessus, et pour lui, rien que le langage condamne la gauche. C'est-à-dire, par exemple, on parle de droiture, on parle d'être gauche, on parle de passer l'arme à gauche, on parle de se lever du pied gauche, et aussi, sans oublier, avoir de main gauche. Et ensuite, ce qui est drôle, c'est qu'on le retrouve même, cette opposition main droite, main gauche, dans le religieux et dans le sacré, avec par exemple l'islam, où on va mettre la main sur le cœur de la main droite, on va manger de la main droite, on va se moucher de la main gauche et se laver de la main gauche. Et avec des textes que j'ai lus, pareil, où c'est assez sévère par rapport au gaucher, où on dit que seul Satan mange de la main gauche. Et du coup, c'est pas si bête. J'ai beaucoup aimé cette théorie de dire que ça se trouve, en fait, on pourrait être gaucher ou droitier et qu'on est fortement orienté vers la droite juste par la pression culturelle et sociale. Dans le deuxième chapitre, David Le Breton parle des ambiguïtés et des erreurs qui sont faites selon lui dans la société occidentale par rapport au corps. Ainsi, selon lui, l'occidental a séparé l'esprit de son corps à son propre détriment. Et il le dit dans cette citation. Ainsi, le corps n'est pas seulement une collection d'organes et de fonctions agencées selon les lois de l'anatomie et de la physiologie. Il est d'abord une structure symbolique, une surface de projection susceptible de rallier les formes culturelles les plus larges. Ainsi, en fait, David Le Breton, il oppose deux vues par rapport au corps et comment on le perçoit. En fait, selon lui, l'identité d'un être et son corps ne font qu'un dans des communautés plus petites, où en fait, son corps est toujours en interaction avec les gens. Il permet de sociabiliser, il permet de réaliser les tâches aussi par lesquelles on va se rendre indispensable et utile à la communauté. A l'inverse, dans une société ultra individuelle et une société massive où en fait on n'est qu'une goutte dans un océan, dans une société massive et individualiste, vu que l'individu voit plein de gens, entend plein de gens, par exemple à Paris, quand on se déplace, on va croiser des milliers de personnes. Mais on va interagir avec zéro d'entre elles. Et du coup, ça fait qu'il y a un paradoxe qui se crée, et en fait, l'individu va se replier sur soi-même. Il se replie sur soi-même, en fait, pour ne pas sociabiliser avec tous ces gens qu'il voit. Du coup, en se repliant sur lui-même pour ne pas sociabiliser, il perd son corps, qui est son outil de sociabilisation, et du coup, en fait, il perd son corps. Et au final, il se coupe de lui-même. Donc c'est un peu alambiqué, je suis d'accord, là j'ai dû lire plusieurs fois pour vous la faire, mais je trouve l'idée pas si désagréable et plutôt bien pensée.
Dans le troisième chapitre, David Le Breton aborde les données épistémologiques. Mais j'ai pas trop compris pourquoi il parle de ça. Vu que, pour ceux qui ne savent pas, donc les données épistémologiques, c'est les données qu'on aurait eues sur l'étude des sciences. Or, il revient encore sur sa contestation, qui est juste, à mon avis, de séparer l'individu et le corps. De manière assez brève, il dit que l'on va créer des intelligences sur le corps très différentes d'une culture à une autre et d'un groupe à une autre, donc ça, c'est pas révolutionnaire. Mais par contre, du coup, il aborde le thème de proxémie sociale, qui vient de Edward T. Hall dans la dimension cachée. Et en fait, donc pour le dire vite fait, je ne l'ai pas lu, mais un ami l'avait lu quand j'étais en STAPS, quand on était en STAPS ensemble à Orléans, et il m'en avait beaucoup parlé, et j'avais trouvé ça très intéressant. En fait, Edward T. Hall, c'est un anthropologue aussi, je crois, ou ethnologue. Donc, Edward T. Hall, c'est un anthropologue et spécialiste de l'interculturel, et en fait, il a étudié les rapports humains. Et du coup, il s'est aperçu que selon les cultures, on allait se parler à une certaine distance, d'autres plus éloignées, d'autres encore plus proches. De la même manière, il y a un espace temporel de politesse selon les cultures, où par exemple, si je m'arrête de parler maintenant, vous allez prendre la parole à T plus 1, T plus 2, T plus 3. Et dans certaines cultures, si vous prenez la parole à T plus 1, vous serez mal poli, alors que dans d'autres, ce sera normal. Et du coup, David Le Breton, il reprend le terme de proxémie sociale et le définit ainsi: l'ensemble des observations et théories que l'homme fait de l'espace en tant que produit culturel et spécifique. Et du coup, en fait, ici, il continue son argument du corps qui s'efface dans la société occidentale. Donc, comme on le disait avant, euh, vu qu'on vit dans une société massive et individualiste, on se replie sur soi, en se repliant sur soi, on se coupe de son corps. Et en fait, il continue en disant que, vu que on voit plein de gens, mais que on ne peut pas, on n'interagit pas avec eux, on les évite. Donc par exemple, en fait, il donne les exemples des ascenseurs, des métros, où en fait on est collés les uns aux autres, mais on va toujours s'esquiver pour ne pas les toucher. On... De la même manière, on va complètement réprimer les émanations de notre corps, donc les P, les gargouillis, les rots, ou dans notre culture c'est mal poli. Et en fait, je trouve ça assez juste, c'est qu'à travers tous ces biais, et encore plus en le disant justement, c'est ça qui est rigolo, à travers tous ces biais, on se coupe complètement de notre corps, on le refuse, et en fait, ça donne l'une des définitions principales, enfin, pas des définitions, l'un des concepts principaux de David Le Breton, qui est le corps effacé. C'est-à-dire que pour David Le Breton, le corps de l'occidental ne se rappelle à lui que dans la douleur ou la maladie. Autrement, c'est juste un moyen de transport, et justement à cause de la raison que nous avons évoquée précédemment. Le quatrième chapitre est un listing des logiques sociales et culturelles du corps, et il liste les techniques et moyens du corps. Donc je ne vais pas toutes les faire, ce serait pas intéressant, ce serait assez redondant. Vous pourrez aller voir sur l'article que je posterai en description. Mais par exemple, on peut y retrouver la gestuelle, qui est le moyen du corps pour s'exprimer lors des rencontres entre les acteurs. Ah oui, donc pour David Le Breton, chaque être humain est un acteur car chaque être humain incarne son corps. Il y a les perceptions sensorielles que j'ai bien aimées. En fait, on pense que l'utilisation des sens est innée. Or, selon lui, c'est faux, c'est complètement culturel. Et du coup, il donne l'exemple de l'alcool, de la marijuana, des huîtres, ou n'importe quel être humain ou allez, 99% des êtres humains qui vont consommer ces produits la première fois, ils vont trouver ça dégueulasse. Et en fait, c'est via notre imagination, on va se plier au modèle exprimé par les autres, de ce qu'ils ont goûté, senti, et on va se l'imaginer et le créer nous-mêmes. Donc en fait, on va modeler nos sens pour rentrer dans un imaginaire collectif, en fait, par rapport à un produit qui est dégueulasse la première fois qu'on le consomme. Et toujours dans ces techniques et moyens du corps, donc il y en a 8 en tout, donc là je vous en ai fait 2, je vous en fais un troisième pour le plaisir. Il y a ensuite les inscriptions corporelles qui peuvent être soit atténuées, donc on a la coiffure, le maquillage, le rasage, ou soit beaucoup plus inscrit dans le corps. Donc là on est vraiment dans l'inscription corporelle,
Donc là, on a les infibulations, les scarifications, les allongements du crâne et du cou, les déformations du biais, les allongements du lobe, etc. Le cinquième chapitre est consacré aux imaginaires sociaux du corps. Je l'ai bien aimé celui-là parce que ça m'a parlé. En fait, tout d'abord, pour lui, les, chacun de nos segments, enfin pas nos segments, chacun des parties de notre corps est plus ou moins investi. Chacun de nos parties du corps a une représentation plus ou moins noble. Et du coup, pour David Le Breton, là, il l'écrit mal. Après, j'ai ma propre théorie que je vais vous partager. Donc, en fait, il dit que les pieds ont la valeur la plus basse de notre corps. Moi, je suis pas tout à fait d'accord parce que on voit quand même un peu de coquetterie qui peut se faire sur les pieds, avec du vernis à ongles sur les pieds, avec du soin pour les pieds. Il y a un podologue, euh, parfois des bijoux autour des filles. Alors que je pense qu'il y a d'autres parties du corps. Je pense par exemple à l'avant-bras auquel on pense jamais, le genou qui se rappelle à nous que dans les moments de douleur, pareil pour le coude. Et, euh, et en plus, il se contredit derrière, parce qu'en fait, il dit que les pieds sont le contact à la terre, l'enracinement à la nature. Et du coup, je trouve que dans une même phrase, il dit ah, c'est la plus basse, les pieds ont la plus basse valeur dans le corps humain, mais ils sont notre premier rapport à la terre et à la nature. Ensuite, plus tard dans le chapitre, il avance une réflexion que j'ai beaucoup aimée, qui dit qu'en fait, il y a des organes nobles, le cœur, le poumon, donc dans l'imaginaire collectif, et des organes plus gauches. On en revient tout à l'heure à cette dualité droite-gauche, comme le rein, le sexe ou le ventre. Du coup, j'ai pas compris pourquoi il a dit le ventre, mais c'est vrai qu'en fait, mine de rien, c'est du ventre que vient le P, c'est du ventre que vient le rho, et du coup, c'est un organe assez peu noble et plutôt gauche. Il faut le reconnaître. Et j'ai bien aimé, du coup, cette dualité entre les organes et comment on va en glorifier certains et en mépriser d'autres. Là, il y a la noblesse et la gaucherie, et d'un autre côté, il y a qu'est-ce qu'on va le plus investir, qu'est-ce qui va avoir le plus de valeur pour nous. Et du coup, en fait, chez l'être humain, ce qui est le plus investi, le plus cristallisé, c'est le visage. C'est-à-dire que demain, vous chopez une cicatrice sur la cuisse, au genou, bon, c'est pas grave. Par contre, vous chopez une cicatrice au visage, vous allez être perturbé de manière assez importante. Et de la même manière pour le sexe. Si votre sexe subit une déformation ou une cicatrice, ça va être un trouble et un accident de vie. Et du coup, j'ai beaucoup aimé le fait qu'il y ait des organes nobles, des organes gauches, et des organes investis et des organes beaucoup moins investis, et que pour autant, ce ne soient pas les mêmes. Enfin, je finirai cette fiche de lecture sur l'une de ces idées qui est la plus aboutie selon moi, c'est que à force de découper le corps en différentes unités, et à cause de la chirurgie qui nous permet d'avoir des greffes, qui nous permet de changer des parties de notre corps, on a perdu une dimension morale de notre corps avec le gain d'une dimension technique, voire marchande de notre corps. Et du coup, il l'explique très bien dans une citation un peu longue que je vais vous lire maintenant. On assiste à la prise à la lettre de la métaphore qui amène aujourd'hui à faire du corps humain un matériau disponible. Mais à travers les avancées rendues possibles par cette distinction ambiguë de l'homme et du corps, et par l'assimilation mécanique du biologique, plus le corps perd sa valeur morale et plus s'accroît sa valeur technique et marchande. Le corps et ses constituants se muent en une matière première, précieuse et rare, car soumise encore à une clause de conscience et à un débat dans le champ social. La structure composant le corps humain se décline en matériaux entrant, pour la plupart d'entre eux, dans le registre de la possession. Ils sont assimilés à des biens patrimoniaux de l'individu. J'ai beaucoup aimé cette partie-là, parce que je trouve qu'elle tape super juste avec clairement une marchandisation du corps, parce qu'en fait, je pense qu'une partie du marketing aujourd'hui sur de la beauté, donc la chirurgie, le sport, que ce soit le coaching sportif, hein, euh, et sur les soins de beauté, s'articule sur le fait que de dire votre corps n'est pas qu'un, il est une somme d'unités et vous pouvez améliorer ces unités. Un peu comme si on jouait à un jeu vidéo et qu'on arrivait à booster les différentes parties du corps. Et je pense que ça se fait beaucoup à notre détriment et peu à notre avantage.
sauf en l'occurrence pour la chirurgie qui peut nous sauver. Bref, je ne vais pas continuer sur ce chemin parce que je n'ai pas une réflexion aboutie, mais j'aime beaucoup ce début de ramification qui se crée. Ensuite, les deux derniers chapitres sont le corps dans le miroir du social et le statut de la sociologie du corps. Du coup, j'ai rien d'intelligent à dire à ce propos, j'ai pas capté grand chose non plus, ou rien retenu qui me semblait digne d'intérêt. Donc on va aller directement à la conclusion et je vais vous parler des 3 points qui m'ont gêné. Tout d'abord, l'auteur se cite beaucoup. J'ai pas compris l'intérêt. Je trouvais que souvent ça coupait ce qu'il disait parce qu'en fait, il commence une phrase à dire voilà, je pense que, puis il se cite et du coup on se dit là, je me suis dit bah en fait, c'est quoi l'intérêt? C'est Est-ce que c'est pas un peu de l'égocentrisme ou est-ce que c'est pas juste super triste parce qu'en fait, ce domaine est tellement peu investi par divers sociologues qu'il est obligé de se citer lui-même. Ensuite, je trouve que David Le Breton est beaucoup trop verbeux. Il y a eu plusieurs fois où j'ai trouvé que le texte était complexifié de manière non nécessaire. Il y a même des fois où je me suis demandé s'il avait pas une mauvaise plume. Et quand j'ai pensé ça, à chaque fois, j'ai retrouvé des passages où il écrivait très bien. Et du coup, je me demande s'il n'y a pas une sorte, j'aime pas ce mot, mais de branlette intellectuelle, où il va essayer d'utiliser des mots pour rien, il va essayer d'allonger des phrases pour rien, et du coup ça crée un texte qui est indigeste, alors qu'il aurait pu faire des phrases beaucoup plus courtes, des utilisations de mots beaucoup plus pertinentes, et pas utiliser un mot compliqué pour utiliser un mot compliqué. Ça peut faire toujours une erreur quand on dit ça, mais là je trouve que ça impacte vraiment la compréhension du texte. Et enfin, pour aller dans le sens de ma théorie que David Le Breton veut se complexifier la tâche, peut-être par un égocentrisme mal placé, il y a plusieurs fois où il aborde des thèmes du racisme et du handicap par rapport au corps, et il le fait de manière très peu étayée, genre sur une page. Ça arrive comme un cheveu sur la soupe, et au final ça ne nous apporte rien, ça nous perturbe parce qu'on était dans autre chose, et il va sauter comme ça de thème en thème, comme s'il balançait une vérité ainsi, et je trouve ça malvenu. Et du coup, je trouve ça un peu égocentrique de se dire je peux me permettre d'aborder un thème aussi important que ça en une page, et puis voilà. Et du coup, tout ça, ça m'a beaucoup interrogé parce que du coup, je me demande est-ce que je suis sous-outillé intellectuellement pour accéder aux propos de David Le Breton? Est-ce que je suis pas encore prêt? Ou en fait, est-ce que, comme je l'ai dit avant, ces propos sont juste mal écrits et donc difficile- difficilement accessibles ou plus difficilement accessibles qu'ils ne devraient l'être. Et ça m'interroge toujours dans ces cas-là parce que par exemple, il y a des livres comme celui de Tudor Bompa, Periodization Training for Sport, qui est l'un de mes livres préférés aujourd'hui, que maintenant je comprends parfaitement, enfin pas parfaitement, mais que je comprends beaucoup plus qu'avant, que j'aime. Et alors qu'au début, quand j'ai lu pour la première fois, j'étais là, c'est quoi cette merde? Mais ça peut être aussi le cas où, comme dans d'autres livres que j'ai lus, et après j'ai essayé d'y revenir et non, c'est pas bon. Et c'est ça qui est chiant en fait, c'est quand un auteur fait autorité sur son domaine, comme le cas de David Le Breton dans la sociologie du corps, on se dit, est-ce que c'est moi qui ai raté quelque chose, ou juste il fait autorité dans le domaine pour une raison X ou Y, ou parce qu'il est tout seul à y contribuer. Néanmoins, je suis heureux d'avoir lu ce livre pour plusieurs raisons. La première, c'est la pensée de Robert Hertz sur la droite et la gauche et la part culturelle du fait qu'on soit droitier. Ça m'a donné envie aussi de lire La dimension cachée de Edward T. Hall sur la proxémie sociale. Ensuite, le deuxième point pour lequel je suis heureux d'avoir lu ce livre, c'est le listing des techniques et moyens du corps qui représente une belle caisse à outils, je trouve, pour penser le corps et comment il agit dans nos interactions sociales et culturelles. Et enfin, je trouve que l'idée principale de David Le Breton, et pour laquelle je suis très heureux d'avoir lu ce livre, c'est tout le concept du corps effacé que j'ai défini, ou que j'ai expliqué plus tôt, parce que je ne l'ai pas défini, que je vous ai présenté plus tôt. Notre répulsion aussi des émanations du corps que j'ai trouvé très juste. Et enfin, le fait que, et pareil, que j'ai trouvé ça également très juste, cette perte de la valeur morale du corps au profit d'un gain de valeur marchande. Pour toutes ces raisons, le livre de David Le Breton, La sociologie du corps, ne sera pas une lecture choc
et ne restera pas gravée dans mon esprit en tant que telle. Par contre, elle aura nourri de manière incontestable ma pensée sur le corps. Et du coup, je vous recommande pas forcément de le lire, mais juste de s'emparer de ces idées et de les manœuvrer dans votre réflexion personnelle. Voilà les potes, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao.